Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde, ravi de vous retrouver. Notre grand témoin ce soir, c'est vous, Aurélien Pradier, le trublion de la droite, tout juste évincé du poste de numéro 2 des Républicains. On va revenir sur vos positions sur la réforme des retraites, elles ont fait couler beaucoup d'encre. Le texte a été adopté en commission au Sénat aujourd'hui, mais on va aussi parler sécheresse. Votre département du Lot est agricole et vous étiez au Salon de l'Agriculture toute la journée. Mais on commence avec l'Afrique. Emmanuel Macron entame demain une tournée de 4 jours sur le continent africain, 10 ans après l'arrivée dans la liesse des soldats français au Mali. Les drapeaux tricolores sont désormais brûlés dans plusieurs grandes capitales africaines francophones. Alors comment la France a perdu la bataille de l'influence en Afrique? Quel avenir pour les relations franco-africaines? C'est notre grand débat dans un instant avec nos invités. Avant de retrouver à 20h15 les partis pris de nos affranchis et puis Bourbon Express, bien sûr, l'histoire du jour à l'Assemblée. Voilà pour le menu ce soir, vous me suivez, Aurélien Pradier? Avec plaisir. Et bien c'est parti. Une histoire franco-africaine ce soir, 6 mois après le retrait des troupes françaises du Mali et 10 jours à peine après celui du Burkina Faso, notre pays a perdu beaucoup d'influence en Afrique. On va essayer de comprendre pourquoi ce soir. Maladresse française, manipulation russe ou aveuglement d'une ancienne puissance coloniale. Bonsoir Thomas Gassillou. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous présidez la commission de la défense à l'Assemblée. Le chef de l'État a fait un discours à l'Élysée hier soir. Il veut un nouveau partenariat militaire en Afrique. On va en parler. Vous êtes député Renaissance du Rhône. Bonsoir Nadège Abomangoli et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous présidez le groupe d'amitié à l'Assemblée France-Gabon où se rend dès demain, c'est la première étape, le président français. Et puis vous êtes né à Brazzaville au Congo où se rend également le chef de l'État. On en parlera. Bonsoir Pascal Hérault. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes journaliste à l'Opinion où vous suivez les questions africaines, auteur avec Antoine Glaser de ce livre qui va s'afficher, Le piège africain de Macron, publié chez Fayard. Enfin, bonsoir Aminata Niakate. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes avocate franco-malienne, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et vous étiez à Bamako en 2013, au moment où les soldats français sont arrivés. Aurélien Pradier, je crois savoir que l'Afrique vous passionne. Oui. Donc n'hésitez pas à intervenir, vous nous direz ce que vous pensez de la vision, nouvelle ou pas, de la relation franco-africaine d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, on va planter le décor. Stéphane Blakowski, France-Afrique, est-ce la fin de l'influence? Il a 200 secondes pour répondre à la question, c'est le chrono de Blacko pour commencer. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à toutes et tous. Et je me retourne. Bonsoir Myriam. Comme chaque soir. Le président français s'est exprimé hier soir à l'Élysée. Alors voilà, hier à l'Élysée, le président Macron nous a expliqué qu'il voulait donc réinventer la relation de la France, notre beau pays, avec le continent africain. Donc pourquoi pas, au début d'un nouveau quinquennat, c'est normal d'avoir un grand projet. Le problème, c'est que c'était le même projet au début de son premier quinquennat. En 2017, souvenez-vous, il était à Ouagadougou devant 800 étudiants. Et voilà 2 extraits de ce qu'il avait dit à ce moment-là, des moments forts. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Notre responsabilité n'est pas de rester dans ce passé, mais de vivre l'aventure pleine et entière de cette génération. Alors, comme quoi, les bonnes intentions ne font pas forcément une bonne politique, puisque 6 ans plus tard, Emmanuel Macron, lui, ne peut plus remettre les pieds au Burkina Faso, donc à Ouagadougou, puisque les putschistes qui se sont emparés du pouvoir ont demandé à l'armée française de partir, mais c'est aussi le cas au Mali, où les soldats français ont été poussés dehors, ils ont aussi été poussés dehors en Centrafrique, donc on n'est plus vraiment avec l'armée française, avec ce fameux gendarme de l'Afrique qu'elle incarnait à un moment. Donc il y a bien sûr le poids du passé colonial, mais il y a aussi l'activité incessante de la Russie, qui jouent là-dessus en diffusant des clips sur les réseaux sociaux. On connaît leur poids aujourd'hui, donc je vous en montre un qui a été diffusé régulièrement. C'est assez simpliste. La France est représentée par ce gros rat qui a grossi en se nourrissant des réserves de l'Afrique. Le groupe Wagner arrive pour lui tenir tête, ou même lui éclater la tête, disons-le. Et puis bien sûr, à la fin de la conclusion, vous la connaissez, les Russes sont très sympas. On peut prendre le petit déjeuner le matin avec eux, c'est toujours très agréable. Alors, ça paraît vraiment simpliste. Et en même temps, quand on regarde une carte, on voit l'influence réelle que peut avoir aujourd'hui la Russie. Regardez, ça c'est en sombre les pays qui se sont abstenus de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notamment... On voit l'Angola ou le Congo où le président se rendra demain. Donc,
vous voyez qu'en faisant ce choix-là, ils se sont en fait alignés sur l'Inde, mais surtout sur la Chine, qui elle aussi a un poids de plus en plus important en Afrique. On va commencer sur une carte qui n'a rien à voir avec la Chine, qui nous rappelle le passé de la France sur le continent. Vous voyez, en rouge, c'est les possessions françaises. On pourrait peut-être ajouter le Congo belge, où on est francophone, ça fait une très grosse zone d'influence. Même après les indépendances, en fait, cette influence a continué. On appelait ça la France-Afrique, et je vous montre cette carte-là, vous allez voir que en 2000, tous les pays en bleu sur cette carte avaient comme premier partenaire commercial la France. Et vous voyez que ça correspond à peu près à l'Afrique occidentale. 20 ans plus tard, on en est où? Eh bien, mondialisation oblige, hein, ça s'est passé partout dans le monde. C'est désormais la Chine qui commerce en priorité avec l'Afrique. Donc, je peux illustrer ça, si vous voulez, de manière un peu amusante. Enfin, je ne sais pas si ça vous fera sourire, mais vous voyez, dans le temps, c'était les présidents français qui arrivaient. On faisait des timbres pour chacune de leurs visites, pour leur rendre hommage. Bon, ça a un peu changé. Aujourd'hui, quand la Centrafrique publie ses timbres, c'est un hommage au président chinois. Alors, comment faire pour tenir tête à la Russie et à la Chine en Afrique? Faut-il être agressif? Eh ben non, pas du tout. C'est ce qu'a dit hier soir le président Macron. Pour éviter la répétition de l'histoire, il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis 6 ans. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente. Donc voilà, depuis 6 ans, la France cherche à maintenir son influence sans passer pour une puissance colonisatrice. Manifestement, ce n'est pas évident parce qu'on n'y a pas toujours bien réussi, mais heureusement que vous avez des spécialistes et ils ont peut-être des solutions. Parce que moi, je sens que c'est très compliqué cette histoire. Merci. De vouloir d'un claquement de doigts effacer tant d'histoires. On y est, on y va. Thomas Gassillou, pour commencer. C'est vrai qu'en grossissant à peine le trait, on a l'impression qu'en 10 ans, la France, en tout cas pour la partie sahélienne, est passée de héros à paria. Il y a un sentiment anti-français. Quelles sont ces causes profondes pour vous? Déjà, sur l'analyse, il y a un risque de fragmentation entre le Nord et le Sud. Vous avez montré les pays qui se sont abstenus à l'ONU sur la condamnation de l'agression russe en Ukraine. Ce ne sont pas spécifiquement des pays de l'Afrique francophone, d'une part. Donc oui, effectivement, il y a ce risque. Il y a un problème actuellement sur les pays où la France a mené des opérations militaires qui ont parfois été incomprises, notamment au Sahel, où parfois elles ont eu Qui ont échoué. Qui ont parfois déresponsabilisé les autorités locales dans leur capacité à trouver des solutions aux problèmes locaux. Et les populations se retournent vers l'armée française et la France, qui a peut-être globalement manqué d'humilité en disant « vous êtes là depuis 8 ans, la situation ne s'améliore toujours pas, comment se fait-il que ça continue alors que la France dispose de moyens, est-ce que la France aurait un agenda caché ?» Et les régimes locaux se sont un peu appuyés sur la soi-disant mauvaise foi de la France pour dire que la situation ne s'améliorait pas. Quand je me déplace ailleurs en Afrique, j'étais récemment à Kinshasa, en RDC, il y a une envie de France. Et par contre, parce que dans l'Est, la situation ne s'améliore pas, c'est actuellement les troupes de l'ONU qui feront l'objet d'un rejet de la part de la population. Donc moi, pour ma part, je ne parlerai pas de rejet global de la France. Le rejet est à relativiser selon les pays. Le rejet à relativiser se passe sur certaines zones où on a besoin effectivement de faire évoluer notre présence, d'où les annonces du président de la République. Nadège Abomangoli, on va revenir tout à l'heure sur le choix des pays qui n'est pas forcément très cohérent entre eux du président français. Mais sur Emmanuel Macron, c'est un président très jeune. Il avait tout pour, au fond, tourner la page du passé colonial. Est-ce que pour vous, ce rejet de la France, c'est celui de son président ou ça va bien au-delà ? Alors, d'abord, je pense que ça va bien au-delà. Je pense qu'en fait, on arrive à une situation aujourd'hui qui est aussi la conséquence des termes de la relation entre la France et certains États en Afrique, et particulièrement en Afrique francophone. Je tiens d'abord à souligner quand même qu'on parle souvent de sentiments anti-français. Je pense que les peuples n'ont pas de problème entre eux. Donc, il n'y a rien contre les Français, mais je pense que c'est davantage sur les... Qu'est-ce que c'est alors ? Qu'est-ce qu'on met derrière cette expression menée par la France. Alors Thomas Gassillou a évoqué la déresponsabilisation de l'État malien. Bon, je pense que c'est un peu facile. Je pense que quand il y a une présence qui est d'abord demandée et qu'à la fin elle est rejetée au bout de 10 ans, mais là c'est massif, mais quand même, on avait quand même des signaux jusque-là. Il y a des erreurs françaises qui ont été commises. Il y a des erreurs, et puis il y a aussi un manque de lisibilité des objectifs, en fait. Quand ça dure autant de temps, il faut qu'en fait, dans la relation entre les peuples et les États, les objectifs soient partagés. Et ça fait également écho à un manque de lisibilité également en France, puisqu'il y a des domaines réservés, on le sait dans la Constitution française. Mais les débats sur les objectifs militaires stratégiques au Mali ont été très peu pesés en France et très peu discutés par la représentation nationale pour se faire une idée un peu de
de ce qu'on y fait. Et de Il faut facto, rappeler d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, il y a des débats sur les opérations extérieures, mais il n'y a pas de vote à l'Assemblée nationale des députés sur les engagements de la France. C'est le il y en a très peu. Si vous comparez, si j'ose dire, si vous comparez à une démocratie président comme la français. Grande-Bretagne, les opérations extérieures sont débattues. On a un vrai déficit démocratique et du coup, c'est la même chose là-bas. Pascal Hérault, comment vous voyez-vous ce rejet de la France? Est-ce qu'il faut l'imputer à ces 10 ans de présence militaire française? 10 ans, c'est long. C'est forcément, à la fin, vécu comme une occupation? C'est vécu comme une armée d'occupation. Serval a été très bien accepté au début, et puis après, on a vu qu'on s'était enlisé. D'ailleurs, les militaires français ont décidé d'arrêter Serval très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que ça reste comme un succès militaire dans l'histoire prestigieuse de l'armée française. Mais pour revenir à votre question, il y a des raisons de fond, des raisons historiques qui sont liées à l'histoire coloniale de la France, certaines exactions qu'on a pu commettre dans ces pays, au fait qu'on a une présence militaire dans beaucoup de pays depuis l'indépendance, et pour la jeunesse africaine, ça devient insupportable. On l'avait vécu au moment des événements de Côte d'Ivoire, déjà à l'époque, avec des manifestations devant la base française. Il y a cette monnaie aussi arrimée à l'euro, dont le président il a essayé de faire évoluer la relation monétaire, mais là, il est pris un peu dans un piège parce que c'est les présidents africains qui ne veulent pas se départir du franc CFA. Puis il y a des raisons plus conjoncturelles qui sont liées à l'actualité, qui sont liées à la guerre en Ukraine, qui sont liées à la lutte informationnelle, la compétition avec la Russie sur le continent, avec des structures, avec des officines comme Wagner, qui font un tapage avec une lutte informationnelle, avec des trolls, et qui réactivent tout ce passé colonial de la France, ou tout ce qu'on a pu mal faire sur le continent. Dernière chose, je pense que c'est un phénomène assez urbain. Je ne sais pas si à l'échelle de toute l'Afrique et des campagnes surtout, je crois qu'il y a beaucoup d'autres préoccupations. Les préoccupations quotidiennes, ce n'est pas l'influence de la France ou ce que la France fait de bien ou de mal. La préoccupation quotidienne, c'est trouver son pain quotidien, nourrir ses enfants et puis bien les éduquer. Aminata Niakate, vous y étiez à Bamako en 2013. On disait que Bamako, les djihadistes, les terroristes allaient marcher sur la capitale au Mali. Racontez-nous, quels souvenirs vous avez gardés de ce moment-là? C'est vrai que c'était assez particulier parce que moi je viens de la région du Sud-Ouest, donc j'avais passé 15 jours dans ma cambrousse un peu coupée du monde. Je rentre à la capitale et puis on écoute France 24 et on découvre que les djihadistes sont à 2 heures de Bamako, etc. Que la France avait décidé sans débat à l'Assemblée de venir d'intervenir. Mais c'est vrai que tout le monde était extrêmement soulagé. Il y a même eu des gens qui ont prénommé leurs enfants François Hollande. Donc je ne sais pas s'ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Des bébés François Hollande au Mali. Il y a eu des bébés François Hollande. Donc, et moi-même, sur le moment, j'étais très très soulagée parce que on entendait ces récits de mains coupées, etc., de lapidation à mort, et on n'avait aucune envie que cette espèce d'alliance de la carpe et du lapin, parce qu'il y avait AQMI qui c'était un peu des truands, trafiquants de drogue, trafic d'êtres humains, etc., alliés avec Ansardine qui sont pour dire un pan-islamisme et avec le MNLA qui voulait l'indépendance du Nord. Donc c'est vraiment l'alliance de la carpe et du lapin, rejoint par des mercenaires libyens qui descendaient. Donc c'était assez effrayant. Oui, et cette question terroriste, elle est dans d'autres pays aussi aujourd'hui. Manipulation russe, derrière ce sentiment français, vous avez vécu au Mali, vous l'avez vu venir, vous, cette montée en puissance de Moscou et de cette milice Wagner? Alors, moi, j'avoue que je suis tombée des nues, mais alors c'est vrai qu'il y a toujours eu des liens plus ou moins intenses avec les Russes. Il y avait, par exemple, une coopération, de la coopération un peu étudiante. Enfin, il y avait des jeunes qui allaient étudier en Russie, de nombreux cadres. C'est plutôt l'élite, parce que c'était pas à la portée de toutes les bourses. Donc, il y avait des liens entre l'ancienne URSS et certains pays, dont le Mali. Ça s'est ralenti plutôt à la chute de l'URSS, mais ça s'est réaccéléré depuis 2-3 ans. Enfin, ça s'est réaccéléré, et donc aujourd'hui, au début du mois, il y a le diplomate, le ministre des Affaires étrangères qui est venu au Mali. Je crois que c'était jamais arrivé. Oui, Serge Lavrov. Mais quand on les voit, ces films-là, parce que c'est fou, c'est extrêmement paternaliste quand même quand on regarde ces dessins animés. C'est un peu méprisant. Parce que mais pourquoi ça marche? Non, je suis pas sûre que ça marche. C'est un peu caricatural, etc. Et je pense que peut-être que c'est peut-être une mauvaise stratégie de com', parce que
les Maliens, ils ne sont pas stupides non plus et ils voient bien que c'est hyper caricatural, ce genre de choses. Donc je ne suis pas certaine que ça marche, en tout cas, ces dessins animés. Thomas Gassillou, guerre informationnelle, il y a quand même quelque chose qui prend, et c'est pas que le Mali, il y en a aussi en République centrafricaine, il y en a au Burkina. Bien sûr, l'Afrique redevient une terre de compétition. Et justement, tout le discours du président, c'est de dire, nous ne considérez pas l'Afrique comme une terre de compétition. Effectivement, pendant la guerre froide, les Russes étaient très présents d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique, mais ils veulent refaire de l'Afrique une terre de compétition. Et les régimes, j'allais dire, défaillants, font appel à Wagner, la société Wagner, avant tout pour protéger, pour être une assurance vie pour leur propre régime. Et cette société, pour justifier son intervention, effectivement, utilise le champ informationnel pour tenter de convaincre la population que les Français sont là avec un agenda caché pour mieux justifier leur mais commettent aussi des exactions en Afrique, c'est ça qui est des exactions. C'est une société de mercenaires qui commet des exactions qui aujourd'hui sont documentées, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali. Je voulais juste revenir sur 2 points. Tout à l'heure, on a parlé de l'intervention du Parlement dans la décision des opérations. Heureusement qu'en 2013, le Parlement n'a pas dû voter pour engager l'armée française. Il fallait décider. Je l'ai précisé parce que c'est le cas dans d'autres pays, par exemple. Oui, c'est le cas en Allemagne. C'est pour ça qu'en 2013, la France était quasiment le seul pays à être en mesure de stopper cette colonne djihadiste, parce que seule, elle avait la capacité de décider rapidement et d'engager rapidement des moyens. Sur le deuxième point, une armée étrangère dans un pays étranger est forcément vue, quand elle vient libérer la population, comme une armée qui libère, mais forcément, au bout de 7 ou 8 ans, de manière fatale, elle est vue comme une armée d'occupation. Et encore une fois, ce regard ne porte pas que sur l'armée française. Allez demander aux Maliens ce qu'ils pensent des forces européennes, ce qu'ils pensent de la MINUSMA. Ils ont tous le même regard négatif. Et enfin, le dernier point que je voulais souligner, c'est qu'à mon sens, les promesses du discours de Ouagadougou ont été tenues en grande partie sur le franc CFA, sur l'aspect mémorial, sur la restitution des œuvres d'art, sur l'accompagnement des jeunes chefs d'entreprise, sur le dialogue avec la société civile. Mais effectivement, aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué. Aurélien Pradier, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et en même temps, vous citiez le discours de Ouagadougou. Je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, il s'adresse à des jeunes, et il fait très chaud. Et à un moment donné, il dit à la jeunesse « Mais vous me parlez comme si j'étais l'ancienne puissance coloniale, je ne suis pas là pour réparer l'électricité. » Et le président burkinabé se lève, et il y a des rires, et le président français lui dit « Vous partez réparer la clim. » Ça, c'est des petits épisodes, c'est du symbolique, mais ça laisse des traces. La perte d'influence d'une grande nation comme la France sur le continent africain, mais ailleurs dans le monde, elle n'est pas liée à un seul épisode. C'est une succession de défaillances. Et prenons-en quelques-unes de ces défaillances. D'abord, la perte de conquête de la langue. Observons que sur le continent africain, nous avons perdu des positions. La francophonie a perdu des positions. La langue, tout ça, c'est du soft power, si vous me permettez l'expression. Un pouvoir lent, souple, qu'on ne voit pas initialement, qui n'est pas aussi fort qu'une armée ou des militaires, mais qui a une force considérable dans les relations. Ce sont les relations culturelles. Nous avons perdu les relations culturelles avec le continent africain depuis des années. Et les décisions qui sont prises aujourd'hui ne suffiront pas à rattraper ces décennies de retard. C'est la compréhension des chefs d'État entre eux aussi. Pardon de le dire, mais c'est essentiel. L'épisode que vous évoquiez, je pense qu'il a fait beaucoup de mal à la relation diplomatique entre le continent africain et notre propre pays. Et puis ensuite, il y a 2-3 autres éléments qui ne sont pas négligeables. D'abord, la concurrence économique. Oui, l'Afrique n'est pas un terrain de compétition. Sauf que d'autres mènent la compétition en Afrique et qu'au fur et à mesure que nous nous sommes retirés, alors d'autres ont pris le remplacement. Puis ce qui est nouveau, c'est la Chine et la Russie. Ça ne l'était pas il y a quelques décennies, du temps de l'URSS. Mais désormais, il y a là 2 acteurs majeurs qui prennent les positions que la France a perdues. Et en fait, c'est cette chaîne continue qui fait que peu à peu, nous avons quitté le continent africain et que la présence même de militaires, comme ce fut le cas au Mali, a été absolument incomprise parce qu'il n'y avait plus aucun lien, ne serait-ce que par les liens culturels qui permettaient de le comprendre. Justement, on va parler de la question militaire, moins de soldats et plus d'humilité. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer le discours d'Emmanuel Macron à l'Élysée hier soir. Gabon, Angola, Congo, Brazzaville et République démocratique du Congo. Pourquoi ces pays-là? Retour sur le discours du chef de l'État avec Baptiste Gargui-Chartier. Une tournée d'Afrique centrale pour un retour à des fondamentaux. Emmanuel Macron entame les grandes manœuvres dans un territoire où son influence est contestée. J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité
Dans le viseur, une périlleuse reconquête diplomatique. Alors, quelle stratégie adoptée par le président ? Hier soir, lors de son discours, il donne le ton de son nouveau logiciel. L'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables. Le locataire de l'Élysée veut imprimer. À la veille de son voyage, il annonce une réduction des effectifs militaires. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains. Un message qu'il portera dès demain lors d'une visite bien ficelée, étalée sur 5 jours. D'abord au Gabon, en Angola, au Congo, puis en RDC. 3 grandes lignes au programme, les partenariats économiques, la transition écologique ou encore les questions sécuritaires. Mais reste à savoir comment cette visite sera perçue dans cette partie du continent. Car les liens avec l'Afrique centrale se sont distendus. Dans cette région, l'influence de la France est concurrencée par la Chine et la Russie. Alors cette visite peut-elle changer la donne ? Il ne suffira pas d'effectuer une tournée de cette nature, fût-ce dans 4 pays, de tenir un discours d'humilité, de respect, de révision du dispositif militaire, pour convaincre les sociétés africaines d'un changement de cap que la France officielle leur promet maintenant depuis plus d'un quart de siècle. Le président mise sur une démarche collective, mais son entourage a prévenu, il devra indéniablement jongler entre discrétion et humilité. Pascal Hérault, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse du grand reporter Vincent Hugeux ? Elle est quasi mornée, cette visite. Michel Aurillac, ministre de la coopération de Jacques Chirac entre 86 et 88, nous proposait déjà une nouvelle coopération dans l'égalité et la responsabilité. Donc il n'y a rien de nouveau. Pratiquement chaque président qui est arrivé, François Hollande, Nicolas Sarkozy, ont annoncé la rupture avec la France-Afrique et une nouvelle pratique. Mais on revient toujours à la réalité de notre zone d'influence. Pourquoi va-t-il dans ces 4 pays... Alors justement, on va revoir la carte, parce que je voulais absolument qu'on essaye de comprendre, est-ce qu'il y a une cohérence ? Il y a un pays qui n'est pas francophone, lusophone, c'est l'Angola, le Gabon, la République du Congo et le RDC. Est-ce que vous voyez la cohérence dans ce choix ? C'est très simple, c'est l'Afrique centrale, c'est une zone historique d'influence de la présence française. Ce pays lusophone, on a quand même appuyé le rebelle Jonas Savimbi pendant des années. On jouait sur les deux tableaux, aussi bien avec le parti État qui était le MPLA qu'avec l'UNITA du rebelle Jonas Savimbi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des richesses pétrolières très importantes. Donc là, on parle de l'Angola. Donc on voulait avoir. La République du Congo, c'est exactement la même chose. Terre pétrolière, le Gabon historiquement, et c'est des pays où on a une présence et une influence très très historique, où on a même installé à l'époque les chefs d'État, où on les a même délogés à un moment. La République démocratique du Congo, on a eu une influence, mais c'est plus une ancienne colonie belge. C'est un peu différent. Mais avec Mobutu, on faisait aussi tout un tas d'opérations en Afrique centrale ou même en Afrique australe. C'est des pays qu'on a délaissés pendant le premier mandat, parce que Emmanuel Macron disait... C'était pas vraiment fréquentable depuis la chute du mur de Berlin, le vent de démocratisation. Il faut expliquer quand même que on est président à vie dans ces pays-là. On va lui reprocher aussi d'aller voir des dictateurs. Non, ça a commencé. Il y a une succession dynastique, il y a d'autres pays où la malgouvernance sont des mots, mais à l'heure de la guerre en Ukraine, à l'heure où on se fait mettre dehors du Mali et du Burkina Faso, on a besoin d'aller réaffirmer une présence française. Parce que c'est aussi, ce qu'a pas dit Emmanuel Macron hier, c'est que c'est aussi notre statut de puissance moyenne. Au Conseil de sécurité, qui est-ce qui tient la plume sur toutes les résolutions africaines ? C'est la France. Et nos amis américains, notre grand frère américain, a tendance à nous dire vous ne tenez plus votre précaré. Nadège Abou-Mongoli. Oui, effectivement, il y a une cohérence avec cette visite. D'abord, la question de la reconquête d'influence dans un pays lusophone, qui forme un tout du point de vue géographique, géostratégique, et puis du point de vue de ce qu'on peut en tirer du point de vue des ressources naturelles. Le Gabon, c'est déjà... Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, que ce sommet... Là, on nous parle plutôt climat.
Et ce sommet des forêts est annoncé depuis plusieurs semaines, la cause est juste, mais elle est évidemment perçue comme un soutien au régime pluridécennal Bongo. De Bongo. Voilà, donc et effectivement, là, il y a une perte de vitesse de la France sur ces terrains-là. La Russie... Bah, moi, je dis, par exemple, je m'appelle Nadège parce que je suis née en 1975 et c'était les Russes qui étaient là. La Russie, il y a une tradition de relations avec la Russie, par exemple, pour le Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, dans le contexte de guerre en Ukraine, dans le contexte de diversification des partenaires, eh bien, moi, je vais reprendre l'expression d'Anthony Glaser, l'ogre russe a réveillé le coq français. C'est-à-dire que là, il y a une temporalité qui peut paraître à contretemps, compte tenu des échéances électorales qui arrivent et qui peuvent être vues comme un soutien, mais il y a aussi une temporalité liée aux événements de la guerre en Ukraine. Et il faut aussi dire qu'il y a un certain nombre de pays africains qui, comme tout un chacun, défendent leurs intérêts. Et quand on demande à ce qu'on vote des sanctions, il faut peut-être assortir ce vote des sanctions de compensation pour les pays en difficulté qui doivent subir des sanctions. Donc là, il y a une... Notamment les questions de risque de famine aussi, hein, qui peuvent toucher certains pays en Afrique. Thomas Gassiou, on entend ces mots. Alors, humilité, pragmatisme, changement de logiciel sur le plan économique. Hein, il dit aux entreprises de se réveiller, aux entreprises françaises, mais de considérer ça comme une terre de compétition face à d'autres grandes puissances. Est-ce qu'on a les moyens de cette reconquête humble Bien sûr. Alors déjà, je suis assez étonné dans les commentaires comment toute l'histoire post-coloniale revient en permanence et finalement nous empêche de penser l'avenir, quelles que soient les attentions de ce qu'on mène depuis 2017. Parce qu'on est dans un moment de face-à-face très fort. On a l'impression qu'il y a un Sud global contre l'Occident et donc mais regardez depuis 2017 les actes qui ont été posés et à quel point l'ensemble du système, et on en fait partie, à quel point on a du mal à se projeter vers un nouvel avenir. Quand on parle effectivement de développement économique, effectivement, les positions de la France ont stagné là où la croissance s'est faite au profit plutôt de nouveaux compétiteurs, puisque nos entreprises, effectivement, ont été plutôt dans une logique de rente. Et donc, le président leur pousse à dire il n'y a plus de précarité français, soyez davantage offensifs sur les marchés. Envoyez vos meilleurs managers, vos meilleurs dirigeants quand un marché est à prendre, soyez offensifs sur les marchés. Et finalement, ce qu'essaye de faire le président, c'est de dire qu'il faut qu'on ait une France à la fois qui respecte ses devoirs en Afrique, parce qu'elle en a des devoirs en Afrique, effectivement, par rapport à son rôle au Conseil de sécurité, par rapport à ses capacités d'intervention, par rapport à la francophonie. Au Gabon, il y aura un sommet pour les forêts. On est là sur des pays qui sont... L'autre poumon de la planète après on est sur des pays qui sont... où beaucoup d'enjeux mondiaux, on va dire, se passent. Et au-delà de nos devoirs, on est là et on l'assume, c'est nouveau, pour protéger également les intérêts qu'on peut avoir, et notamment les intérêts d'ordre économique, la francophonie ou d'autres types d'intérêts. On va terminer avec la question militaire. Le mot n'a pas été prononcé hier, enfin, c'est quand même un signal. Et puis pareil, on nous parle de valorisation des cultures, des échanges. Moi j'ai envie de dire que c'est un peu de la science-fiction. Un étudiant africain pour venir en France, aujourd'hui, est-ce qu'il a un visa ? Enfin, pas du tout. Donc en fait, il y a quand même un dissensus entre la réalité et puis et les actes en fait du président Macron. La francophonie, quand on développe la culture, par exemple, et c'est au sommet de la visite, c'est pour développer la francophonie. La RDC, je crois, est un des plus grands pays francophones. Si on y va, c'est aussi parce que la francophonie est présente sur place. Donc, dans les actes, la francophonie s'incarne. Vous parlez comme si on parle culture, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot pas symétrique, avant que ce débat s'achève sur la question sécuritaire. Parce que là, vous parlez du RDC, c'est une des guerres oubliées les plus dures sur la planète. On a une dernière petite carte à vous faire commenter, peut-être Pascal Hérault ou Thomas Gassiou. C'est la carte de la présence militaire française en Afrique. Voilà les bases permanentes, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, alors Tchad, c'est dans le cadre de l'opération Barkhane Sahel, et Niger. Djibouti, c'est à part, on n'y touche pas. Mais dans ces autres bases-là, elles sont amenées à diminuer en termes d'effectifs militaires. Est-ce qu'il faut se réjouir de cela ? Alors, elles ont déjà largement diminué. Quand on regarde ces 20 dernières années, dans les années 90, on avait encore 20 000 soldats prépositionnés en Afrique. Aujourd'hui, on en a quelques milliers. Et effectivement, ces bases ont vocation encore à réduire en quantité, mais le sujet n'est plus tellement la quantité de soldats, c'est davantage ce qu'on en fait. Et je pense qu'il faut retenir, c'est qu'on passe d'une logique de soutien à des opérations extérieures vers une logique de coopération à co-construire avec les États locaux en fonction de leurs besoins. On ne va même plus parler de base militaire, c'est ça l'idée, c'est un mot à proscrire. Ça c'est pareil, pour le moment ça reste essentiellement des arguments. Il faut voir, et c'est pas nouveau.
On était en 97, on parlait des opérations RECAMP, renforcement des capacités africaines. Avec les militaires, c'est un peu toujours la même chose. On monte en puissance quand on a besoin d'aller au front, et puis après, on voit bien que la présence est contestée, il faut qu'on retrouve un peu d'humilité. Donc à chaque fois, on repasse par des processus d'africanisation des forces. Là, on parle de bases conjointes qui vont être co-gérées. On n'a pas de calendrier. On va parler encore un peu d'européanisation pour diluer de militaires en moins. La vérité, c'est que les militaires, c'est un théâtre de jeu important, l'Afrique. Ça l'a toujours été. Ils veulent rester sur place. Ça permet de roder des équipements, de former des hommes. Et ça permet aussi à la France de garder son influence et sa capacité d'agir au Conseil de sécurité. Donc ça... Je veux pas laisser un petit mot peut-être d'Aminata. Le côté réducteur de théâtre de jeu, je trouve que c'est un peu réducteur. Et vous savez très bien que c'est un argument même pour recruter les soldats français. D'accord avec ça. On leur dit, vous partirez en OPEX. Voilà. Aminata Niakate, sur cette question militaire, réduire progressivement les effectifs, co-gérer la question sécuritaire avec les soldats des pays africains et les soldats français. Après, si c'est dans une stratégie d'influence, la difficulté, c'est que, en tout cas localement, les personnes n'y croient plus vraiment. Enfin, ils sont en attente d'un vrai partenariat d'égal à égal, mais pour l'instant, ils n'y croient pas. Il suffit de regarder les commentaires. Moi, j'ai regardé le discours d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux et les commentaires sont vraiment terribles. Donc, je ne sais pas si c'est efficace. Je ne sais pas si aller dans la sous-région d'à côté, c'est la bonne réponse pour régler les problèmes qu'il y a dans la région d'au-dessus. Moi, je suis assez dubitative et j'attends de voir. La question, c'est quel type de conflictualité doivent gérer ces bases. Et puis par ailleurs, même dans la terminologie employée, il y a déjà eu ce type d'usage. Et d'ailleurs, c'est flou. On ne sait même pas quelles bases seront concernées, etc. C'est à venir. Là, peut-être qu'il a gardé ça. Les accords de défense. Il a gardé ça avec. Ça va être pour construire les accords de défense. C'est pas annoncé depuis Paris, justement. Les déplacements. Et au Tchad, on dit quoi, par exemple, sur les accords de coopération? Alors, on ne va pas rouvrir ce débat qui s'achève. Il y a 4 jours de visite. Il y aura peut-être des précisions avec les Africains sur le calendrier, sur les effectifs. Merci beaucoup. Merci d'être venu débattre sur LCP de la relation franco-africaine. Vous allez rester avec moi à présent, Aurélien Pradié. Dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis, ils sont là, ils sont en pleine forme. Jean-Rémy Baudot, la stratégie d'Emmanuel Macron pour échapper à l'impopulaire réforme des retraites. Elsa Mondagava va nous raconter, toujours sur les retraites, les retrouvailles des députés à l'Assemblée après le pugilat dans l'hémicycle. Et puis Brandon Warrett et ses archives va revenir sur la fin de partie de Noël Le Graët, le patron de la FFF. Mais d'abord, on parle de vous et de vos ambitions politiques. Vous avez été, je le disais, l'une des grandes voix dans l'hémicycle sur les retraites, ce qui n'a pas plu à Éric Ciotti, qui vous a déchu de votre poste de numéro 2 des Républicains. Jusqu'où allez-vous faire cavalier seul? On voit cela dans l'invitation de Clément Pervot et on en parle ensemble juste après. Regardez. Si on vous invite, Aurélien Pradié, c'est parce que vous l'avez un peu cherché. L'attention médiatique, la lumière, être au centre du jeu, vous aimez ça. À force de sortir du rang, d'affirmer votre liberté de ton et d'action, vous êtes passé de l'enfant prodige à l'enfant terrible de votre famille politique, les Républicains. Conseiller général à 21 ans, député du Lot à 31 ans, vice-président des Républicains à 36 ans, brusquement démis de vos fonctions, moins de 3 mois plus tard par Éric Ciotti. Si nous arrachons cela... Il vous reproche un cavalier seul sur la réforme des retraites. Ces prises de position répétées n'étaient plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. L'aventure personnelle dans une situation aussi grave pour notre pays ne peut se substituer à l'action collective et à l'esprit de responsabilité. Pendant l'examen du texte, vous avez été omniprésent dans l'hémicycle et dans les médias. Alors que votre groupe parlementaire avait négocié un accord avec le gouvernement, vous n'avez eu de cesse d'alerter sur ce que vous appelez vos lignes rouges. Les lignes rouges, les lignes rouges, les lignes rouges, les lignes rouges, c'est une ligne rouge. Les lignes rouges, cette ligne rouge, vous m'avez entendu poser une ligne rouge. Parmi ces fameuses lignes rouges, le sort de ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Pour vous, ils n'ont aucune raison de cotiser plus longtemps que les autres, comme le prévoit le texte dans certains cas. On va demander à ceux qui travaillent le plus dur de travailler 1 année de plus pour les autres. C'est insupportable. Je souhaite que la durée de cotisation l'emporte sur l'âge légal pour tous ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans. Avant même la décision d'Éric Ciotti, ce message ainsi martelé à l'envi a agacé autant qu'il a convaincu.
vos camarades du groupe LR. Mais à force de vouloir toujours pousser l'avantage, je pense qu'à un moment, on risque le claquage. C'est simplement ça. Mais pour autant, ça n'enlève pas le talent que peut avoir Aurélien Pradié. Mais je pense qu'à un moment, il faut simplement savoir s'arrêter dans le cadre d'une négociation. C'est vrai que chez Aurélien, il y a quand même eu un peu d'insistance forte à un moment où, je crois sincèrement, comme beaucoup de collègues, on est arrivé à un vrai point d'équilibre. Aurélien n'a pas joué perso, Aurélien il a voulu obtenir des réponses, et des réponses claires. Certains, Éric Ciotti, Olivier Marleix, Bruno Retailleau, ont peut-être dealé un peu trop tôt. Figure de proue d'une droite dite sociale, vos prises de position vous ont valu pendant les débats quelques applaudissements de députés de la NUPES. Alors Aurélien Pradié, on vous pose la question ce soir, êtes-vous de gauche ? Réponse Aurélien Pradié. Non, je suis de droite. D'une droite qu'on a peut-être un peu oubliée, qui est celle pour laquelle je me suis engagé en politique quand j'étais tout jeune, qui est la droite de Philippe Séguin, qui est cette droite qui a toujours été attentive à tous les Français. Je n'aurais pas fait de politique et singulièrement à droite, si la droite pour laquelle je me suis engagé n'avait pas su tendre la main à ceux qui travaillaient le plus dur pour qui la vie était parfois un peu difficile. Alors vous êtes de droite, mais est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui ? Vous n'avez plus de responsabilité, vous ne pouvez plus vraiment peser sur la ligne. Numéro 2, c'est quand même un poste important. Vous n'êtes pas seul ? Non, j'ai perdu une étiquette. J'ai peut-être gagné d'abord un peu de liberté. La liberté, c'est une force en politique. J'ai gagné peut-être un peu de respect. L'autorité aussi, ça, vous le reconnaissez. Oui, pour porter C'était une pas parole. l'objectif unique ? Non, souvent on a pensé ça, mais l'objectif n'était pas de me faire connaître. En tous les cas, si ma parole aujourd'hui est plus entendue, c'est pour mieux mener les combats que je mène. Et au fond, le seul combat que j'ai mené dans cette réforme, c'est le combat des carrières longues, sur lequel nous avons obtenu plusieurs gains de cause déjà. Le fait que ceux qui ont commencé à 17 ans n'aient pas une année de plus à cotiser, que ceux qui ont commencé entre 20 et 21 ans bénéficient du dispositif de carrière longue. Objectivement, si Sauf je que n'avais vous pas... demandiez 43 ans pour toutes les carrières Bien longues, sûr. de 16 à 20 ans, et ça, vous ne l'avez pas obtenu. Et manifestement, au Sénat, parlons du fond de la réforme, ça ne passera pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour deux raisons. D'abord parce que cette injustice-là, elle est criante. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dispositif de carrière longue fait que certains vont devoir cotiser une année de plus que ceux qui ont commencé à travailler plus tard. Personne ne peut justifier cela. Et parmi tous ceux qui commentent aujourd'hui, je n'ai pas trouvé une seule personne pour me dire il est juste que celui qui a commencé à travailler à 16 ans fasse une année de cotisation de plus que celui qui a commencé Pourquoi à 15 ans. Bruno Retailleau n'a pas ce discours-là ? Pourquoi il ne reprend pas cette proposition de 43 ans pour toutes les carrières longues ? On ne l'entend pas là-dessus. Non, c'est vrai. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne l'entende pas. Pour une raison très simple, c'est que la motion qui a été votée par le bureau des Républicains, que je n'ai même pas votée parce que je n'ai pas voulu participer à cette motion, qui a été votée par Bruno Retailleau et d'autres, dit clairement, noir sur blanc, que le vote des Républicains est conditionné au fait que les carrières longues ne doivent pas cotiser plus de 43 annuités. Il est vrai qu'on a un peu personnalisé le combat parce que j'étais très présent et qu'il faut bien que quelqu'un fasse feu plus que les autres. Parce que vous étiez candidat à le porter aussi, Oui. vous l'assumez. Oui, bien sûr. J'ai une question toute simple. Si le débat dans l'hémicycle avait été à son terme, au moins jusqu'à l'article 7, vous l'auriez voté ou pas, le recul de l'âge légal ? Ma position a toujours été à la même. 64. Si nous avions obtenu gain de cause sur les carrières longues, j'aurais voté le texte. Et d'ailleurs, je ne désespère pas de cela. Je vous pose la question parce que c'est difficile de vous suivre. Vous avez, quand vous étiez porte-parole dans la campagne de Valérie Pécresse, défendu les 65 ans, c'est son programme. Ensuite, vous avez dit la bonne réforme, c'est celle qui allonge la durée de cotisation. Là, vous nous dites, avec les carrières longues, je vote l'article 7, donc, qui a une mesure d'âge. C'est pas clair. Je vais essayer de le clarifier. Dès l'origine, je n'ai pas contesté la mesure d'âge. D'abord, lorsque vous êtes porte-parole d'une candidate à la présidentielle, vous n'avez pas la liberté que je peux avoir davantage aujourd'hui. J'étais un jeune député. Il est normal que lorsqu'on arrive, je n'ai pas une voix aussi portante qu'elle peut être aujourd'hui. Plus ça va... C'était pas il y a si longtemps que ça. Hein. Non, mais plus ça va, pour tout vous dire, plus je dessine aussi les contours de ma propre vision de notre pays, que je ne dessinerai pas seul, mais il est normal qu'en politique, on prenne son émancipation. Il n'y a pas de contradiction entre le recul d'une mesure d'âge et la prise en compte des carrières longues que j'ai toujours défendue. L'un peut parfaitement aller avec l'autre. M'avez-vous entendu une seule fois dire que je voulais revenir à 62 ans, âge légal Non, par la retraite ? mais vous avez dit très clairement que vous souhaitiez une réforme par l'allongement de la réforme Touraine sur la durée de cotisation sans mesure d'âge, donc rester aux 62 ans actuels. Ça, vous l'avez dit. Je l'ai toujours dit. En réalité, je pense que la bonne réforme des retraites, c'est celle qui joue sur la durée de cotisation. Et voyez-vous, Vous savez que ça rapporte moins d'argent qu'avec une mesure d'âge. Vous connaissez cet objectif de déficit public à combler. La question, elle est double. D'abord, qu'est-ce que nous voulons faire avec une réforme des retraites ? Est-ce qu'une réforme des retraites doit être une réforme pour renflouer les caisses de la nation ?
Je ne le crois pas. Il y a tant d'autres sujets sur lesquels nous devons faire des efforts de finances publiques. Puis il y a une deuxième question dont on ne parle pas aujourd'hui, c'est le fait que reporter l'âge légal de départ à la retraite a aussi des effets collatéraux. Par exemple, 8 milliards d'euros chaque année consacrés aux pensions d'invalidité. Lorsque je défends les carrières longues, je défends une certaine conception du travail et de l'effort qui correspond à la droite. Et je défends aussi une mesure qui évitera demain d'avoir d'autres dépenses, notamment les pensions d'invalidité. Tout ça me paraît cohérent. On va parler du Sénat. Parce que là, le texte a été adopté en commission, c'est feutré, c'est efficace et c'est apaisé. On ne regrette pas d'être député, après le pugilat dans l'hémicycle. Non. Vous n'avez pas envie d'être sénateur, non? Non, pas particulièrement, mais j'ai un profond respect pour le Sénat et pour les sénateurs. Simplement, nous sommes deux chambres différentes. Et je ne pense pas qu'il faille mettre en concurrence l'une et l'autre. J'ai dit il y a quelques heures... Le Sénat le fait? Je ne sais pas. En tous les cas, je mets en garde tout le monde dans le débat public. Personne n'a intérêt à considérer que le Sénat pourrait écraser l'Assemblée ou que l'Assemblée pourrait écraser le Sénat. Ce n'est pas notre modèle institutionnel. J'ai dit il y a quelques heures que le Sénat ne représentait pas le peuple. Parfois, quand j'ai entendu ça il y a quelques heures, certains ont dit « mais qu'est-ce que c'est cette insulte aux sénateurs ?» Pas du tout, c'est notre Constitution. Les sénateurs ont un rôle immense, celui de représenter les collectivités et les territoires. L'Assemblée nationale indirect, suffrage universel pour l'Assemblée nationale. Bien sûr, ça crée une différence de légitimité? Pas de légitimité. Les sénateurs sont aussi légitimes que les députés. Simplement que chacun ait bien à l'esprit qu'il y a un grand danger à faire adopter une réforme des retraites sans qu'elle ait pu être véritablement débattue par les représentants du peuple. Je crois qu'à la fin des fins, si cette réforme des retraites était adoptée dans des conditions qui ne sont pas des conditions pleines et accomplies de notre démocratie, alors nous aurons un problème que et sénateurs et députés nous aurons à gérer. Voilà ce que je continue à dire en traçant pas un chemin personnel, un chemin que j'espère collectif pour une droite qui a besoin de se reconstruire. Encore un tout petit mot, j'aimerais qu'on parle de la sécheresse après. L'amendement de Bruno Retailleau sur les mères de famille qui ont une carrière complète a été adopté en commission au Sénat. Elles auront la possibilité de choisir entre partir à 64 ans avec une surcote de 5% ou partir plus tôt à 63 ans. Ça, c'est une super idée, non? Oui, c'est une bonne mesure. Ça ne règle pas Pourquoi totalement... les députés de droite ne l'ont pas eu? Mais si nous avions eu le débat, nous aurions pu la porter, cette mesure-là. Je pense qu'il faut aussi travailler globalement aux carrières des femmes, parce que toutes les femmes ne sont pas des mères de famille, et il est important d'y avoir une orientation. Et moi, je le redis, il n'y a pas de concurrence entre les injustices. Oui. On ne remplace pas la correction de l'injustice pour les mères de famille pour éviter de parler de la correction de l'injustice sur les carrières longues. Oui, vous tenez à vos carrières longues. C'est le cheval de bataille Pradié, on l'a bien compris. Sur les régimes spéciaux. C'est au-delà de moi. En réalité, ce sont des Français et nous nous battons tous, quelques députés que nous soyons, pour que la vie de nos concitoyens soit meilleure. Voilà pourquoi je mène ce combat des carrières. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la démagogie côté Sénat et les Républicains sur l'extinction des régimes spéciaux, aller plus vite, mettre la fin à la clause du grand-père pour qu'on accélère l'extinction des régimes spéciaux? Je pose la question parce que là, ça déséquilibre totalement les fondamentaux de la réforme, ça doit coûter très cher. Vous y croyez, vous, à cette mesure? Vous croyez que le gouvernement va la reprendre et l'Assemblée... Ce qui est très étrange dans cette réforme, c'est le jeu de dupes des uns et des autres. Vous savez, c'est quand même très curieux que l'essentiel des mesures de cette réforme soit discuté et négocié en dehors de l'Assemblée et du Sénat. C'est pour ça que dès le début, j'ai dit, y compris à mes propres amis politiques, au risque de devoir payer les frais d'une liberté, qu'on ne pouvait pas négocier en catimini un accord avec le gouvernement. D'abord parce que je ne suis pas macroniste et que je n'ai pas envie de l'être, et que pour moi, c'est à l'Assemblée nationale, au Parlement, que les mesures doivent être adoptées, débattues. Et pour cela, il faut batailler. Le tempérament politique, c'est aussi à la hauteur des convictions que l'on a ou que l'on n'a pas. Petite question politique, les macronistes, ils ne vous ont pas mis de candidat. On le rappelle pas si souvent que ça, aux législatives. En 2022, vous n'avez pas eu de candidat macroniste Renaissance contre vous. Et d'une certaine façon, quelle ingratitude, parce que ça vous a quand même largement facilité la tâche pour être élu. Les macronistes n'ont pas eu de candidat. Richard Ferrand l'a expliqué il y a quelques semaines. Après que certains aient supposé qu'on avait fait ça pour me faciliter la tâche, il se trouve qu'il y a eu un candidat macroniste investi par le parti présidentiel qui s'est dégonflé au dernier moment. Et il y avait un autre candidat que j'avais en face de moi, qui était un Macron compatible, un candidat socialiste qui avait vocation à devenir macroniste. Donc j'ai eu bien pas de traitement de faveur. Donc, non, bon, au contraire, en tout cas... Et pour tout vous dire, il savait dès l'origine que je n'étais pas macroniste, que je ne devais pas le devenir, parce que ce n'est pas le projet politique qui est le mien.
Et je suis heureux d'avoir rassemblé plus de 64% des lotois au deuxième tour. Allez, il nous reste 1 minute à peine. Qu'est-ce que vous avez compris des attentes des agriculteurs? On parle énormément, évidemment, de la sécheresse, 32 jours sans pluie, la sécheresse en hiver. Ils veulent de nouveaux moyens d'irrigation, des retenues d'eau. Il faut y aller, quitte à relancer la guerre des méga-bassines. La question d'eau est une question absolument gigantesque. J'en ai beaucoup parlé dans les mois passés. On aurait pu parler de la question de l'eau pour l'Afrique. On peut parler de la question de l'eau pour notre pays. Ce sont les retenues d'eau, pas les méga-bassines nécessairement, mais des petites retenues collinaires qui permettent d'irriguer. C'est le retraitement des eaux usées. Israël retraite plus de 90% de ses eaux usées pour l'agriculture. En France, c'est moins d'1%. C'est cette gestion de l'eau. Georges Pompidou en parlait déjà il y a de nombreuses décennies. Le défi de l'eau est un défi français, européen, mondial, de première mesure. Et je souhaite que nous ayons dans notre pays un débat absolument prioritaire sur l'eau, parce que c'est de là que découleront toutes les grandes politiques publiques de l'avenir. C'est la fin de l'abondance sur l'eau. Il a eu raison d'utiliser cette expression-là, oui, le président français. Le mot sûrement. Mais que faisons-nous? Il n'y a pas de fatalité. On a beaucoup d'innovations. Une réunion de préfet et maintenant un plan qui sera annoncé. Il y a beaucoup d'innovations à produire en matière d'accès à l'eau. Repenser la question de l'eau, qui est une question culturelle dans notre propre pays. Voilà ce que les agriculteurs m'ont dit tout à l'heure, en me rappelant aussi qu'ils avaient un des plus beaux métiers du monde. Et que parfois nous avions tendance à l'oublier. Merci beaucoup Aurélien Pradié, vous restez avec moi. C'est la dernière partie de l'émission maintenant, les affranchis et leur parti pris, on les accueille tout de suite. 2 garçons, 1 fille ce soir. Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir. De France Info, le président des Bonnes Nouvelles. C'est la partition qu'essaie de jouer Emmanuel Macron. Bonsoir Brandon. Bonsoir Myriam. Arrête et ses archives. Vous nous parlez de la démission inévitable de Noël Le Graët. Mais on commence avec Bourbon Express, comme chaque soir. L'histoire du jour à l'Assemblée nous est racontée ce soir par Elsa Mondingava. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Alors je ne vais pas parler de la droite, je vais parler de la gauche. Et l'histoire du soir, je vais la commencer par une image. Regardez, cette image, c'était il y a 3 semaines, l'arrivée des députés de la NUP au Palais Bourbon. J'ai mis en gros la date pour bien montrer que c'était une archive. Ils s'apprêtaient à livrer le combat contre la réforme des retraites. Ils étaient soudés. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas franchement le cas. En cause, 2 semaines de débats houleux avec des insoumis tout feu, tout flamme ou tout bruit, tout fureur, des partenaires qui se désolidarisent publiquement du comportement des députés, une différence stratégique sur faut-il aller ou non à l'article 7, Jean-Luc Mélenchon qui s'en mêle, bref, 2 semaines où malgré un objectif commun, ils ont montré un visage divisé. Alors, ce matin, Elsa, c'était rentrée des classes. Oui, rentrée des classes avec thérapie de groupe, réunion intergroupe avec des représentants des 4 groupes, des insoumis, des socialistes, des écologistes et des communistes. Évidemment, nous, on a voulu savoir ce qui s'était dit lors de cette réunion. On a posé la question en conférence de presse des insoumis. Ce matin, on a une réunion à 9h de l'Inter-NUPES, où évidemment on a fait une sorte de bilan perspective sur la séquence retraite. Le débat a été très serein, avec des points qui étaient les points de tension qui ont été énoncés et des points aussi de fierté. C'est normal, vous savez, on est un jeune regroupement, la NUPES. Ça n'existait pas avant les législatives, donc c'est normal que, voilà, il faille trouver ces marques partout. Voilà, très prudent, on a manié l'euphémisme aujourd'hui chez la NUPES. On est allé voir évidemment les partenaires, les socialistes notamment. On dit qu'il y aura un avant et un après réforme des retraites, mais on essaye aussi de dédramatiser. Est-ce que ce matin, avec les Insoumis, vous avez quand même eu un peu une explication texte sur les divisions que vous avez eues pendant cette réforme? Alors, de ce que nous ont dit ceux qui ont participé pour le groupe socialiste, les choses ont été dites. Vraiment sans tabou. Et voilà, donc on espère que, puisque tout le monde a l'air de bonne volonté pour travailler autrement, on espère avoir été entendu. Mais la NUPES n'est pas en danger? Alors, pour moi, la NUPES n'est pas en danger. Côté communiste, les porte-paroles n'avaient pas franchement envie de la prendre la parole sur ce sujet. On a quand même réussi à convaincre Sébastien Jumel de nous dire ce qu'il en pensait. Est-ce que vous pensez que les différences stratégiques que vous avez eues, ça va laisser des traces dans l'unité de la NUP? Il y aura un bilan et il y aura surtout des modalités de réflexion en commun pour être meilleur, pour être plus efficace, pour crédibiliser l'alternative, parce que c'est ça dont il s'agit. Moi j'ai une formule, quelles que soient les circonstances, ne pas jeter la NUP avec l'eau du bain et ne pas se noyer dans les bains de la NUP. Ça vous embête que les journalistes vous posent des questions là-dessus? Mais ça m'embête pas, mais en fait ça n'intéresse pas les gens. Enfin, moi je suis intéressé aujourd'hui pour me mobiliser, pour exiger le retrait
d'un projet qui va mettre en place un impôt sur la vie, la réforme des retraites. Non. Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que les Insoumis vont revoir d'ailleurs leur fonctionnement? Alors pour l'instant, ce qui a été acté ce matin, c'est de faire plus de réunions avec tous les députés de la NUPES. Donc si certains voulaient un acte 2, on n'en est franchement pas à ce niveau-là. Mais je vous le rappelle, Myriam, et ça peut éclairer les choses, il y a un rapport de force aussi au sein de la NUPES. Regardez les effectifs des députés. Les Insoumis, à eux seuls, ils en ont 74, ils représentent quasiment les 3 autres groupes réunis. Évidemment, ils sont donc dans un rapport de force favorable, mais attention, les Insoumis, ils ne sont pas tous sur la même ligne. Et de l'aveu d'une députée socialiste, ce n'est pas forcément les critiques des partenaires qui les feront bouger, mais plutôt des critiques en interne, parce qu'il commence à y en avoir. Vous les mettez dans le même paquet, ou les partis de la NUPES, et la manière dont ils ont mené ce débat sur les retraites, ou pas? Ils appartiennent à une formation collective, donc c'est un peu facile de se déresponsabiliser les uns des autres. Moi, je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur du peuple. Ce qui est un problème pour un mouvement qui se dit populaire. Je pense y compris les socialistes, par exemple, un Jérôme Gage qui va débusquer des incohérences sur la pension minimale. Différemment. J'ai bien vu, moi, dans l'hémicycle, le malaise des communistes, notamment. C'était très clair qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise avec tout cela. Enfin, il y a un moment où il faut aussi accepter, lorsqu'on accepte de rentrer dans un mouvement qui vous fait élire, il faut aussi en accepter les conséquences ou en sortir. Mais le mal profond, c'est le mal populaire. C'est que, je le redis, lorsqu'on est représentant du peuple à l'Assemblée nationale, on a le droit et même le devoir de défendre ses convictions jusqu'au bout. Je ne ferai reproche à personne pour le faire moi-même. Mais en revanche, on doit être à la hauteur de cette responsabilité. D'autant plus quand on représente des électeurs modestes. Je pense que beaucoup de Français qui ont voté pour ces candidats ont dû mourir de honte de les voir, au fond, ne devenir que les idiots utiles de la Macronie. Je l'ai dit dans l'hémicycle aux députés de la NUPES. Vous avez été quand même applaudi par les Insoumis. Pas seulement. Vous, Aurélien Pradié, sur les carrières longues. Ça a dû vous faire plaisir, non? Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Mais sur les carrières longues, je considère qu'il y a des batailles qui sont transpartisanes. Et puis il faut rajouter qu'à ce même moment, j'ai été applaudi, y compris par le Rassemblement national, ce qui n'est pas une meilleure gloire, peut-être, mais aussi par une partie de la majorité, puisque le groupe Horizon avait, à ce moment-là, déposé le même amendement que moi. Et puis, ce n'est pas la première fois que dans l'hémicycle, on arrive à mettre d'accord beaucoup de monde sur des causes communes. Sans ça, on ne ferait pas voter de texte de loi. Non, il n'y a pas d'applaudissements honteux. Il y avait simplement une mise en scène. Je ne suis pas certain que les députés de la NUPES ne m'aient pas applaudi, y compris pour aggraver mon cas. C'est le cadeau empoisonné pour vous. Peut-être, mais... C'est ce qui vous a valu, vous croyez, votre éviction, non? J'espère que ce ne sont pas des mouvements d'humeur comme ceux-là qui font cette éviction. Les Insoumis, les électeurs, vous leur tendez la main? Vous pensez qu'on peut basculer d'un vote Mélenchon à un vote LR, ou c'est inconcevable? Ce que je conteste fermement, c'est le raisonnement en part de marché électoral, qui parfois a dominé dans ma famille politique, qui fait qu'il y a des Français qui seraient au fond perdus pour la cause. J'ai entendu certains de mes amis politiques il y a quelque temps dire il n'y a plus un seul électeur à récupérer chez Marine Le Pen, chez Jean-Luc Mélenchon ou chez les abstentionnistes. C'est une erreur grave. D'abord de tactique politique et démocratique. Il faut que nous reparlions à tous les Français. Et la droite populaire pour laquelle je plaide avec mes amis, c'est celle-ci. C'est celle qui reparle à tous ces Français qui souvent ont des blessures communes, quelle que soit l'orientation électorale qui est la leur. Le jour où l'on abandonne l'idée même de reparler à tous les Français, il faut faire autre chose que de la politique. On va parler d'un sujet extrêmement concernant. À présent, avec vous, Jean-Rémy Baudot, ce mardi, Emmanuel Macron a annoncé la généralisation de la vaccination contre le papillomavirus pour les collégiens en 5e. En quoi ce sujet est politique? Alors, rappelons déjà l'objectif, éradiquer les cancers liés au papillomavirus. Il y a notamment le cancer du col de l'utérus, 1000 mortes par an. On le sait peu, mais ces cancers, ils touchent aussi bien les hommes que les femmes. 6000 cancers par an qui pourraient en réalité être évités. Il est fondamental de se prémunir et donc de vacciner les jeunes générations. Si j'en parle dans cette chronique, c'est que ce sujet met en lumière le retard de la France dans la prévention. Rappelons que, par exemple, en Australie, tous ces cancers ont été quasiment éradiqués grâce à une politique de prévention très très active. Donc c'est la clé, la prévention. Oui, et ça tombe bien, on a un ministère de la Santé et de la Prévention. Mais vous avez remarqué, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a fait les annonces, pas François Braun. Pourtant, si vous voulez quelques coulisses, sachez que ce sujet, il était prêt depuis longtemps. Le sujet papillomavirus, il était sur le bureau du ministre depuis sa prise de poste. Son entourage en parle souvent, mais le sujet était comme bloqué. Le président garde pour lui les bonnes annonces. C'est lui le chef, sourit un membre de cabinet. Donc il préempte ce sujet? Oui, d'une certaine manière. Alors j'y vois deux raisons. Déjà parce que c'est un sujet très concernant, très important et relativement consensuel. À part les antivax, vous ne trouverez pas grand monde pour dénoncer cette politique publique. Ça change des retraites ou de l'inflation. Politiquement, c'est tout bénef. Ensuite, parce qu'il y a quand même une réalité. Quand un sujet est porté par le président de la République lui-même, ça fait beaucoup plus de bruit. Ça imprime mieux, comme disent les communicants. Rares sont les ministres qui peuvent se
targués d'avoir une exposition médiatique et politique suffisante pour porter eux-mêmes leurs réformes. Et puis, il faut voir le contexte dans lequel ça a eu lieu, entre les retraites et l'affaire Palmade qui sature les chaînes d'infos jusqu'à la nausée. Difficile de faire émerger d'autres sujets. C'est donc pour ça que le portage présidentiel était probablement important. Et Emmanuel Macron reste le meilleur VRP de sa politique. Oui, ça fait s'interroger sur les conséquences institutionnelles de cette réalité. Pourquoi le président doit-il porter lui-même le vaccin contre les papillomavirus? Je ne remets pas en cause, encore une fois, le fond de cette annonce qui va dans le bon sens. On avait déjà trop tardé. Mais c'est la même chose pour l'écologie, l'éducation, l'égalité homme-femme. Le président porte tout ça. À quoi servent ses ministres? Sa première ministre? Est-ce que ce sont des super collaborateurs? Est-ce que c'est sain que le président porte lui-même toutes les annonces? Est-ce qu'à ce moment-là, le président a l'impression d'être vraiment au contact des Français quand il rencontre notamment des collégiens à Jarnac aujourd'hui? Ça fait beaucoup de questions en suspens, mais je trouve que la Ve République a finalement beaucoup de choses trappes. Merci pour cette excellente chronique, Jean-Rémy. Un tout petit mot, quelques secondes. Il est dans son rôle sur le papillomavirus? Oui, le président c'est de la République. Bonne mesure. Il ne faudra pas oublier qu'on n'a plus de médecine scolaire, qu'on a complètement détruit ce qui faisait la santé publique dans nos écoles et nos établissements scolaires, qui est un sujet gigantesque. Enfin, ceux qui vont vacciner iront dans les établissements. Mais il va falloir qu'on reconstruise tout ce qui a fait la grandeur de notre pays, y compris dans notre éducation nationale, qui était notamment la médecine scolaire. Et je lance un appel pour qu'on rebâtisse la médecine scolaire. Votre question, en fait, elle est importante. C'est qu'on voit qu'on est à un moment où moins le président de la République a une prise sur le réel, sur les grandes réformes, plus il va faire de la communication ponctuelle. Et je ne pense pas que ce soit bon signe. On laisse un petit peu de temps à Brandon pour nous parler de cette démission attendue, inéluctable, raisonnable de Noël Le Graët, le patron de la FFF. Oui, le patron du football français était devenu, sa position était devenue intenable depuis quelques semaines, notamment suite à un rapport d'audit diligenté par le ministère des Sports. Audit qui a fini par conclure que le patron du football français, Noël Le Graët, était illégitime pour gérer le football français, notamment en raison de ses comportements, des SMS et des gestes douteux vis-à-vis des femmes, des dérapages sous sa présidence qui sont légion. Souvenez-vous du coup d'envoi de la saison 2019 du championnat de France de Ligue 1. Pour la première fois dans l'histoire du football français, des matchs avaient été interrompus à cause de cris et de banderoles homophobes dans les tribunes. Une décision saluée par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, mais le patron du football français marque contre son camp. Mais l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. Donc vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs? C'est une erreur. On arrête un match, j'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair. Noël Le Graët, vous demandez désormais donc aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de chants ou de slogans homophobes dans les tribunes, dès la prochaine journée. On a bien compris. C'est incroyable. On l'a bien compris, Noël Le Graët. Il avait déjà annoncé la couleur quelques jours plus tôt dans une interview dans les colonnes de Ouest France. Il estime ce jour-là qu'on arrête trop de matchs pour des cris et des manifestations homophobes dans les stades. Face aux multiples réactions suscitées par ses propos, Noël Le Graët rétro-pédale comme d'habitude. Et un an plus tard, donc, Noël Le Graët fait de nouveau polémique, après cette fois des propos sur le racisme. Le 13 septembre 2020, la star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar, avait accusé son adversaire marseillais Álvaro González d'insulte lors de la rencontre du Classico PSG-OM. 2 jours plus tard, le président Le Graët est interrogé sur ses actes racistes dans le football, mais il préfère les minimiser. Sur un match, il peut y avoir des écarts, mais on est à moins d'1% aujourd'hui de difficultés. Il y en a eu. Mais vous savez, quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout le stade est debout. Donc non, très franchement, le phénomène racisme dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas. Ouais, des propos étonnants de Noël Le Graët, sachant que quelques mois plus tôt, en Ligue 1, le match Dijon-Amiens avait été interrompu à la suite de cris racistes visant un joueur noir amiénois. Et en 2022, en octobre, à 1 mois du début de la Coupe du Monde au Qatar, nouveau dérapage. Dans le cadre de l'émission Complément d'enquête, Noël Le Graët est interrogé par les journalistes qui lui soumettent des images. On voit des logements des employés de l'hôtel qui accueillait les Bleus, des pièces insalubres infectées de cafards. Alors que répond le président de la Fédération française de football? Il dit ceci: ce n'est pas insoluble, c'est un coup de peinture. Il y a encore du temps de réparer cela. C'est qu'une image que vous montrez avec 2 réchauds à gaz qui sont peut-être à changer. La séquence, vous l'imaginez bien, suscite l'indignation. Réponse de la ministre des Sports qui dit « Cette réaction m'a choqué, j'ai trouvé qu'elle était hors sol ». Et comme à son habitude, Noël Le Graët revient sur ses propos polémiques. Il dit « C'est une vraie maladresse, j'en conviens. Une maladresse de plus ». Et pourtant, aujourd'hui, on l'a appris, Noël Le Graët, déchu, le patron déchu rebondit avec un nouveau poste à la Fédération française, la Fédération internationale de football. La FIFA, oui. 10 secondes à peine
Pour réagir, je pense vous ne le que- regretterez pas, Noël Le Non, Graët? je ne le regretterai pas. Je l'ai trouvé indigne à bien des occasions. Ce qui aujourd'hui me stupéfait, c'est le fait qu'il ait pu être recasé à la FIFA. Voilà, je pense que là, le sport et le football en particulier n'en sort pas grandi. C'est dit, merci infiniment, vous l'avez compris. On est un petit peu en retard. Très bonne soirée à tous et à demain. Merci à vous. Merci à vous.